Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Conférence de presse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement dans la matinée de ce mardi. Objectif, faire le point de la tournée présidentielle. Renouvellement de la convention de plusieurs organes de presse privés ce jour à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le point de la séance est à suivre dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, prestation de serment d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat, une réélection précédée de nombreuses violences. Merci pour l'attention. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était ce mardi face à la presse. Alain Orunla est venu sur certains points essentiels de la tournée du chef de l'État. Nous vous proposons de suivre ses propos. Il est au micro de Roland Laurent Tonéikès. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, à partager avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que, avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. Tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Nous devons constater, comme le président de la République l'a fait avec les populations, que notre pays est en train de vivre une révolution du développement, une révolution économique extraordinaire, prodigieuse, qui rompt avec la fatalité et le pis-aller qui était notre quotidien, mais aujourd'hui, nous voyons que nous sommes un pays capable de redresser la tête et de subir de front la crise, par exemple la pandémie du Covid, en même temps que nous résistons à la fermeture par notre voisin de l'Est de sa frontière, qui était considérée comme un sujet sensible, un sujet qui allait jeter notre pays à la disette ou à la famine, si vous préférez, mais nous avons résisté et notre économie a montré sa résilience parce qu'un travail extraordinaire a été fait en amont et notre pays peut être capable de tous les défis aujourd'hui, les défis de modernisation. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand
10 responsables de radios privées ont renouvelé la convention de leur organe de presse devant la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La cérémonie s'est tenue ce mardi 15 décembre dans les locaux de la dite institution. Frédéric Espoir Roumabou, Romaric Devouchi. Ils étaient une dizaine de promoteurs de radiodiffusion sonore privée au Bénin à passer devant les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Occasion pour eux de renouveler leur convention avec l'institution de régulation des médias. Tout en félicitant les concessionnaires d'avoir rempli les obligations, le président de la HAC les a remerciés pour la formation citoyenne à laquelle ils participent. Vous favorisez grâce à vos offres de programmes et de services le débat démocratique, la formation du citoyen, la promotion des valeurs éthiques qui concourent à l'enracinement de notre démocratie et à la construction de la nation béninoise. Soyez-en remerciés. La présente signature est le couronnement des efforts fournis dans la mise en œuvre conséquente de chacune de vos dispositions conventionnelles. Elle entre aussi dans le cadre d'un nouveau partenariat et d'une nouvelle conception de travail voulue par l'ensemble des conseillers. Elle suppose la prise en compte et surtout le respect pour chaque partie de ses droits et de ses obligations. Dans le même temps, Rémi Prosper Moriti a appelé ses concessionnaires à ne pas perdre de vue le moratoire à eux adressé pour la régulation d'un certain nombre de situations. La plupart des promoteurs sont invités à régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Trésor, du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, de la HAC et aux exigences techniques des centres de production et des centres d'émission. Des lettres vous ont été adressées et un moratoire vous est accordé jusqu'au 31 décembre de l'année 2020 pour corriger les manquements à vos obligations conventionnelles. Pour la circonstance, c'est le promoteur de Gerdes Afrique, Maître Sadikou Alao, qui a porté la parole de ses pairs en ces termes. Les promoteurs vont profiter de cette occasion pour souhaiter, surtout, parce que pour vous-même ce n'est pas facile d'être entre le marteau et l'enclume, il faut faire en sorte que les médias, notamment les radios, puisque c'est ce qui nous concerne, continuent de se développer dans la sécurité et dans la tranquillité. Notons que 4 radios n'ont pas pu renouveler cette signature pour l'instant, malgré le fait qu'elles étaient à jour. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a exigé la présence physique de leurs promoteurs. Les travaux de la deuxième session du comité interministériel de pilotage de la politique de décentralisation sont ouverts depuis ce lundi. À travers des débats et réflexions, les différents acteurs de ce programme ont à faire le bilan des années écoulées et projeter des perspectives pour l'année nouvelle. Ayat Foué, Jean-Baptiste Bocon. Faire le bilan des grands chantiers ouverts ces derniers mois dans le secteur de la décentralisation, c'est l'un des objectifs visés par la présente session. Selon le secrétaire permanent du comité interministériel de pilotage du programme, cette réunion périodique permettra de booster les travaux déjà engagés. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente session qui intervient dans un contexte marqué essentiellement par la relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration et du cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale. Elle permettra d'informer les membres sur l'évolution des dits dossiers et de se prononcer sur le rapport sur l'état d'avancement de la politique au 31 décembre 2019. De même, les résultats des travaux de l'équipe d'assurance
qualité sur les plans de décentralisation et de déconcentration du ministère du cadre de vie et développement durable, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministère de l'Énergie seront présentés aux membres pour appréciation. Rappelant les dossiers qui feront l'objet d'études, le directeur de cabinet du ministère de la Décentralisation a mis un accent sur l'importance qu'accorde le gouvernement de la rupture au processus de la décentralisation et de la déconcentration dans notre pays. Au regard des dossiers très importants inscrits à l'ordre du jour, cette session sera laborieuse et productive. En effet, elle devra passer en revue les entraves à l'opérationnalisation des outils de la CONADEC, tels que les programmes annuels d'assistance conseil, les plans de décentralisation et de déconcentration, les plans départementaux de coordination des actions de développement, le financement de la décentralisation, la formation des acteurs locaux, ainsi que la promotion de l'économie locale, et j'en passe. Une attention particulière sera également accordée aux deux processus de relecture engagés sur instruction du Conseil des ministres. Il s'agit de la relecture de la politique et de son cadre juridique de sorte à déboucher sur les référentiels cohérents et pratiques au service du bien-être de notre peuple et de sa démocratie. Il est donc par conséquent impérieux qu'un grand soin soit accordé à la qualité de vos productions et recommandations. Les travaux de la deuxième session du Comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP-PONADEC prendront fin mardi. Actualité en dehors du Bénin, Alpha Condé investit ce mardi pour un troisième mandat. Le président guinéen a été réélu le 18 octobre dernier dès le premier tour avec plus de 59% des suffrages. Depuis cette réélection, le pays a connu plusieurs morts dans des violences post-électorales. La situation est restée tendue avant la cérémonie d'investiture à laquelle plusieurs présidents africains ont été invités. Une trentaine de délégations sont attendues à la cérémonie d'investiture d'Alpha Condé prévue ce mardi. Si de nombreux dirigeants du continent ont confirmé leur présence, d'autres brillent par leurs absences. C'est le cas notamment de Macky Sall, président du Sénégal, ou encore de Muhammadu Buhari, chef de l'État nigérian. La France, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe, sera représentée par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Conakry se prépare pour l'événement qui aura lieu au palais Mohamed V alors que des mobilisations de soutien auront lieu dans la capitale. Il a été décidé de retenir 2 sites de mobilisation et d'animation. Le premier, c'est à l'aéroport pour dire bienvenue à nos invités. Le deuxième site, le plus important, c'est ici au siège national du grand parti, le RPG Arc-en-Ciel, où nous demandons que tout le monde soit là pour faire la fête et suivre en direct. La fête sera belle et ça va marquer le début de la 4e République. Cette cérémonie d'investiture est placée sous haute surveillance par les autorités guinéennes. L'opposition entend manifester dans la capitale pour exprimer sa désapprobation à un 3e mandat d'Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, deuxième de l'élection présidentielle avec 33% des voix, se dit prêt à manifester avec ses alliés. L'Union des forces républicaines, membre du Front national pour la défense de la Constitution, hésite encore quant à sa participation. Nous sommes là et nous continuons le combat. Les forces de sécurité ont interdit toute manifestation, mais cela ne nous concerne pas. Nous suivons les ordres de notre leader. Ce qu'il va nous dire, c'est ce que nous allons faire. Pour le moment, nous sommes à l'écoute. D'ici là, restons vigilants et continuons notre travail de formation politique. La Guinée est secouée depuis plus d'1 an par des manifestations anti-Condé. Un mouvement de contestation réprimé avec force par les autorités qui aurait fait plus de 90 morts avant le scrutin présidentiel, selon le Front national pour la défense de la Constitution. Un bilan démenti par le gouvernement guinéen.
Autre investiture, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi pour un troisième mandat. Une réélection précédée de nombreuses violences. La place accordée au dialogue avec l'opposition constitue désormais un défi majeur pour le chef de l'État ivoirien qu'on écoute. J'ai instruit le Premier ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021 afin d'être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. J'invite donc l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique par le dialogue afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. Et puis au Nigeria, les ravisseurs de plus de 330 élèves d'une école du nord du pays ont réclamé une rançon au gouvernement pour leur libération, un enlèvement revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram. Les écoliers ont disparu dans la nuit du vendredi à samedi suite à l'attaque d'une centaine d'assaillants. Des opérations de recherche ont été lancées par les autorités nigérianes sans succès jusqu'à présent. Et puis, les échanges s'éternisent sur le Brexit. Si pour le Premier ministre britannique, l'échec des scénarios est le plus probable, ce n'est pas forcément la position de l'Union européenne. Londres et Bruxelles jouent les prolongations. Alors que les échanges sur le Brexit devaient initialement prendre fin ce dimanche soir, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont finalement décidé de les poursuivre sans indiquer pour autant de date butoir. Une échéance toutefois, le 31 décembre, qui sonnera le glas de la période de transition. Selon des diplomates européens, les négociations auraient fait quelques progrès ce lundi, mais des blocages persisteraient, en particulier sur le sujet de la pêche. Ursula von der Leyen évoque une dernière ligne droite cruciale. Tout d'abord, il y a du mouvement, c'est bien. La période de transition se termine, nous parlons d'un nouveau départ avec de vieux amis. Mais nous devons également être clairs. À partir du 1er janvier, et ce dans 3 semaines, le Royaume-Uni sera un pays tiers à l'Union européenne et nous avons déjà prévu un paquet financier dans l'accord. Nous sommes dans la dernière ligne droite, mais elle est cruciale. Nous voulons des règles du jeu équitables, pas seulement dès le départ, mais aussi sur le long terme. Boris Johnson accepte donc de proroger les discussions, mais garde un discours teinté de pessimisme. La Commission est très déterminée à poursuivre les négociations comme elles ont été faites entre nous et la Commission, et c'est très bien. Et je dois répéter que le plus probable maintenant, c'est bien sûr que nous devons nous préparer aux conditions de l'OMC, aux conditions de l'Australie, et n'oubliez pas tout le monde, nous avons fait d'énormes préparatifs pour cela. Nous n'avons pas fait tout ça depuis 4 ans et demi pour rien. Parmi les autres pierres d'achoppement, l'Union européenne craint notamment une concurrence déloyale de la part des Britanniques. Faute d'accord, ce seraient alors les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliqueraient. Aux États-Unis, le collège électoral a entériné la victoire à la présidentielle de Joe Biden. Les grands électeurs ont confirmé cette nuit la victoire de l'ancien président vice-président de Barack Obama. Le 20 janvier, il deviendra le 46e président américain. Donald Trump avait promis de reconnaître le vote des grands électeurs. Suivez les précisions dans ce reportage. Un rituel constitutionnel d'habitude peu remarqué, mais placé cette année sous les feux de la rampe. Les 538 grands électeurs de 50 États se sont réunis pour voter en faveur de Joe Biden ou de Donald Trump, en reflet du vote populaire. La Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, votera officiellement pour le vainqueur du vote populaire de notre État, Joseph R. Biden, et sa colistière, la Californienne Kamala Harris.
Sans grand suspense, à la fin de la journée, Joe Biden et Kamala Harris ont obtenu 306 voix contre 232 pour Donald Trump et Mike Pence. Mais au-delà de la simple formalité, le collège électoral a été érigé ce lundi en véritable symbole de la force démocratique du système politique américain, selon Joe Biden. Vous savez, dans la bataille pour l'âme de l'Amérique, la démocratie l'a emporté. Nous, le peuple, avons voté. La foi en nos institutions a tenu. L'intégrité de nos élections a été préservée. Maintenant, il est temps de tourner la page, comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire. De nous rassembler, de guérir. Comme je l'ai dit au cours de cette campagne, je serai le président de tous les Américains. Donald Trump, de son côté, avait déclaré qu'il quitterait la Maison-Blanche si jamais le collège électoral était favorable à Joe Biden. Si le collège électoral élit le président Biden, quitterez-vous la Maison-Blanche? Bien sûr que je le ferai, mais vous le savez déjà. Mais je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici au 20 janvier, beaucoup de choses. Une fraude massive a été découverte. On dirait un pays du tiers-monde. Ces dernières semaines, aucun des recours juridiques de Donald Trump visant à contester les résultats du mois de novembre n'a abouti. Donald Trump est plus que jamais isolé. Son ministre de la Justice, Bill Barr, a annoncé sa démission hier. Il avait déclaré début décembre n'avoir constaté aucune fraude à une échelle susceptible de changer le résultat électoral. Fini donc les recomptages. Selon plusieurs médias américains, celui qui est encore le locataire de la Maison-Blanche devra enfin assumer son destin électoral. Dernière étape à présent, l'entrée en fonction du nouveau président des États-Unis qui doit intervenir le 20 janvier 2021. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.